bougez pas et haut les mains. Ne craignez rien, nous ne ferons de mal à personne si vous obéissez. Les mains en l'air. Que personne ne bouge. La frontière? Non, c'est un hold-up. Faut de l'argent. Et il n'y avait pas d'autre moyen. Ce n'est pas pour nous, d'ailleurs. Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes des révolutionnaires. C'est pour la liberté que nous luttons, pour notre idéal. Vive la liberté! Vive Xanthos! Vive Xanthos! Elle est exantiste et elle est putain, mais elle a de ses yeux, cette garce-là. Qu'est-ce qu'on en fait de ces deux-là? Celui-ci, le Suédois, il nous a aidés une fois. Mais l'autre, c'est un homme de main de Mongo, je le reconnais. Alors il faut le fusiller. Non, attendez un instant. Il vaut mieux le pendre. Non, Xanthos nous a interdit la violence. Si on doit tuer, c'est après un procès régulier, sans quoi nous nous mettons tous à leur niveau. C'est vrai, hein? Elle a tout à fait raison. Écoutez-la bien, muchachos. Pas de violence, hein? But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 28. Cette semaine émission zapatisme, bayou et barrières culturelles. Mais nous sommes partis de ville en ville, sur les sentiers, par les chemins, vers le hasard de nos destins fragiles. On était plein de souvenirs, d'où nous n'avons gardé qu'un souvenir. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris, là, cette citation d'une chanson des compagnons de la chanson. Donc il sera question ce soir de souvenirs et de s'en aller par les chemins à l'occasion de la sortie en DVD et Blu-ray chez Carlotta de Compañeros, Vamos a matar Compañeros de Sergio Corbucci, sorti en 1990, et une deuxième ressortie de 1981 chez l'Atelier d'Images Sans Retour de Walter Hill. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment de la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Florent, bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir, et je me permets juste de te corriger car tu as dit 90 pour Compagnie Rose, je pense que tu parles plutôt 1970. Absolument, merci docteur. Ça me semblerait un peu tard. Exactement, sinon, je me permets. Mais vous faites bien de me faire remarquer. Histoire que les auditeurs ne croient pas qu'on les mène sur des mauvais chemins. Exactement. Qu'on n'est pas sérieux dans nos... Voilà. Non, pas dans nos allégations. C'est pas le genre de faire des inexactitudes historique. On est déjà mauvais en géographie, alors on va peut-être pas être mauvais partout. Voilà. Donc voilà, ce sont les forces en présence, puisque la situation actuelle de quasi-insurrection qui a lieu à Rennes 2, donc dans les derniers jours, fait que la présidence a encore peur comme tout et donc ferme l'entièreté de la fac, et donc nous n'avons pas accès à nos locaux, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, et que nous nous rattrapons cette semaine en enregistrant, une fois n'est pas coutume, cette émission dans le Studio B, donc c'est-à-dire chez moi. Et voilà, c'est moi aussi à la prise de son, donc ne vous étonnez pas si ça déconne légèrement. Mais voilà, nous buvons une excellente eau pétillante adulée par Ridley Scott, parce qu'il avait réalisé la pub pour cette eau minérale pétillante dans les années 90. Kézak, pour ne pas la nommer. Belle pub. Exactement, très belle pub. Voilà. C'est presque au moins du niveau de sa pub pour les pâtes Barilla. Tout à fait, avec Depardieu. L'autre pub pour les pâtes Barilla étant réalisée à l'époque par David Lynch. Voilà, bref. C'était la minute cinéma et publicité. Exactement. Et à propos de cinéma d'ailleurs et de publicité, nous remercions quand même nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, mais surtout le docteur Moreau pour nous avoir prêté leur matos pour enregistrer en urgence cette émission. Voilà, que ce soit dit, ce sera bien la seule et unique fois pour les prochains mois que l'on dit du bien de ces gens-là. Ils vont le sampler et le passer dans leur quiz, cette phrase-là. Ouais. Merde. Bref, nous allons passer avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un saut de mer, docteur. Donc les agendas locaux pour commencer. Alors mon cher Thibaut, les performances sportives de ce week-end à l'occasion de votre anniversaire. On en reparlera en coup de cœur.
Voilà, effectivement. Et pour une fois, ce n'est Mais- pas mais ce n'est pas du football, mais du cyclisme. Oh, bah, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Exactement, c'est vrai. Sinon, donc, agenda local, nous vous rappelons que dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, le 20 avril prochain, ce sera Shaun of the Dead de Edgar Wright qui passera. C'est fait tout bien. Sinon, donc, pas de séance du tambour cette semaine, hein, bien évidemment, parce que ça aussi, c'est fermé. Cinémaniac, c'est la dernière de la saison déjà, donc ce sera Persepolis de Marjane Satrapi, mardi prochain, le 1er juin, à 20h, sur le campus de Rennes au Diapason. Le 1er juin Avril. Oui. Disons que les dates en ce moment, là, ça va pas du tout. Avril, déjà, le temps passe si peu vite. Sinon, à partir de demain et pour 3 jours à Rennes au Ciné TNB et au cinéma Arvor, c'est le festival du cinéma palestinien. Donc on pourra avoir pendant ce qui est de documentaires et de courts-métrages, donc soit palestiniens, soit tournés en Palestine. En ce moment, on va dire que c'est quand même pas du luxe vu les événements des 60 dernières années. Mais donc voilà, il y a tout un beau programme qui est donc à retrouver dans ces 2 salles. Sinon, ce dimanche, le 30 mars, à l'Arvor, c'est le film Rare de Joël Seria qui ressort en copie restaurée, mais ne nous délivrait pas du mal. Film cheul pour le moins, film très étonnant, mais où Seria est plutôt connu pour ses films un peu léger avec le verbe haut comme les galettes de Pont-Aven ou bien comme la lune, mais là il l'œuvre dans un registre très différent et très malsain presque, pourrait-on dire. Sinon au niveau des sorties nationales, c'est pas la folie, hein. Il y avait aussi de la merde la semaine dernière, mais c'est un peu plus rigolo. Là il y a un film d'action qui s'appelle Novocaïne sur un mec qui ne ressent pas la douleur, et donc il va se passer plein de trucs comme lui planter des trucs dans la tête et compagnie, il a pas mal. Ça a l'air un peu d'être du Neville Dean Taylor, mais tu vois, des trucs comme ça. Avec qui? Avec personne. Avec Jack Quaid. C'est qui Jack qui Quaid? joue qui joue dans The Boys et qui est pote avec les mecs de Red Letter Media. Qui vient de temps en temps dans leurs d'accord. émissions et qui a l'air très sympathique comme garçon. Est-ce que ça a un rapport avec Randy Quaid Je crois pas qu'il soit de la famille des Quaid. Il leur ressemble pas en tout cas, c'est une grande tige toute mince. Ah oui, c'est au moins un Il avantage. n'a pas le menton des Quaid. Oui. Très bien, merci docteur. Sinon, il y a film social qui se passe en Iran, Lire Lolita à Téhéran avec Golfiché Farhani. Voilà, donc Lolita de Nabokov au moment de la Révolution, tout ça. Voilà. Non, Thibaut n'a pas l'air convaincu. Peut-être qu'il sera regardé un jour. Oui, dans un tout autre genre, il y a le nouveau film de Albert Serra, Tardes de Soledad, son film donc sur la tauromachie. Voilà, qui se prend une volée, pas une shitstorm, mais les retours sont moyennement convaincants. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Et convaincu. J'ai plutôt bien aimé son pacifiction, mais c'est vrai que le reste du cinéma de Albert Serra me convient très moyennement, notamment dans sa complaisance légère. Et là, sur la tauromachie, comment dire, c'est pas que je pars pas gagnant, mais ça pue un peu du cul quand même. Un peu peur de l'esthétisation outrancière de cette saloperie. Sinon, encore dans un tout autre genre, décidément, mais quel éclectisme, il y a Les Condés, donc une comédie française. On en parlait il y a quelques semaines, je crois, avec le doc. Les films de bidas, c'est plus possible, donc maintenant on fait des films de caserne, mais avec des flics. Voilà. C'est pour toi. Carrément, je suis chaud patate. C'est pas une partie de l'équipe qui a fait Les Secpas, notamment. Autant dire que tout ça démarre sous de très bons auspices. Sinon, encore comédie, mais là, plus de la vieille exploitation, puisque c'est avec Michel Larocque, un peu une spécialiste du genre, et Cadmerade. Ça s'appelle 100 millions, sur un genre de scénario revu 1000 fois. Donc, un couple de travailleurs modestes, puisque Cadmerade est ouvrier syndicaliste dans une usine. Un jour, ils gagnent au loto 100 millions d'euros, et là, ils vont perdre un petit peu la tête, tout ça. Et finalement, Cadmerade va se dire, mais je perds à mes valeurs, tiens, je vais me faire un patron. Voilà. Il n'y avait pas eu un film comme ça il y a quelques années. Oh, il y en a eu des comme ça avec Didier Bourdon, il y en a eu aussi avec Thierry Lhermitte. Ça tourne un peu, c'est toujours un peu le même truc. Ah, quand j'étais riche, un truc comme si ça. J'étais riche, avec riche. Daroussin. Voilà. Mais ça, c'est il y a 20 ans déjà, Thibaut. Le temps passe si vite. Ah là là, temps pousse Fujit. Sinon, pour vous, les mélomanes, la semaine dernière, donc il y avait le film-concert de Hans Zimmer and Friends qui sortait. Je sais que vous étiez avec intérêt car vous aimez le bruit. Mais en parlant de bruit, il y a aussi cette semaine, on en parle, Patrick Bruel, le concert au cinéma.
Non, docteur, t'as pas l'air convaincu par Patrick Bruel. C'est tarte. Le Bruce Springsteen français, comme l'avait dit une fois, je ne sais plus quel magazine. Oui, non, mais c'est ça. Ouais. Ça va être le même mec qui disait que Macron c'était le Mozart de la finance, quoi. Ça va être le même mec spécialiste des analogies foireuses qui tiennent pas la route sur le futur. Bah non, mais. On parle de vieux exploitation. Ah bah là, oui, clairement, oui. Là, on est dedans. Bon, bref, quoi. Voilà. J'y serai pas, en tout cas, ça c'est sûr. Donc nous parlerons probablement de pas tout ça la semaine prochaine, peut-être du Albert Serra, ça dépend, ou alors la semaine suivante. Après, il est long, le Albert Serra, ou pas ? Je crois pas, non. Parce que si c'est du 3 heures, moi je vais pas tenir. 3 heures sur la tauromachie, ça va pas le faire. C'est moins long que Pacifiction, qui faisait 2h45. Ouais, parce que... Non, ça doit durer dans les 2 heures, je pense, j'espère. Je vais vérifier. Ouais, tu vas vérifier avant de nous envoyer voir ça. Parce que franchement, moi, pareil, à la tauromachie, j'y vais, mais à putain de reculons, quoi. Ouais. Parce que moi, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon truc, quoi. Ah non. Tu vois, donc... À moi qui subvertissent le truc d'une manière ou d'une autre, moi le côté Hemingway, Picasso, tauromachie mes couilles, ça va 5 minutes, quoi. Tauromachie mes couilles. Bah ouais, mais bon, moi je suis du Nord, qu'est-ce que tu veux. 2h05. C'est pas mon truc. 2h05. Ouais, bon, 2h05, bon. Faut voir. On dira du mal, écoute. Voilà, nous allons passer à la section critique de cette émission. Donc, on va s'en retourner à l'époque joyeuse de la révolution mexicaine. On va aller mourir, camarades. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Ennio Morricone avec le thème de Compañeros, Vamos a matar Compañeros, qu'on entend un certain nombre de fois dans le film, mais ce n'est pas grave car la musique est absolument formidable. Donc Compañeros, film de Sergio Corbucci de 1970 qui ressort en Blu-ray chez Carlotta, et donc Compañeros appartient à ce sous-genre du western italien qu'on appelait le western zapatiste, donc en fait les westerns qui se déroulent durant la révolution mexicaine. Et il y avait eu déjà plusieurs avatars de genre à la fin des années 60, El Chuncho notamment, et il y a eu toute une vague comme ça de films en fait, auquel même Léon presque s'y pliera avec Il était une fois la Révolution. Et pour Corbucci, c'est un peu c'est le deuxième opus de son triptyque de western zapatiste, puisque l'année précédente, en 1969, il avait signé El Mercenario, déjà avec Franco Nero et Jack Palance, et qui se conclura 2 ans après avec Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution, autre comédie autrement plus picaresque sur le thème de la révolution, de la révolution mexicaine. Donc comme je dis, sous-genre du western italien, parce que c'est globalement quand même concentré dans les westerns qui étaient faits par les Italiens dans les années 60 et puis les années 70, donc dans le cadre de la révolution mexicaine, qui permet en fait de faire un cinéma directement plus politique, et notamment le plus politisé des trois. Sergio en avait déjà fait plusieurs, donc Sergio Solima avec notamment son sur-chef-d'œuvre Le Dernier Face-à-Face, Faccia a Faccia, qui avait la particularité d'être écrite, comme pas mal de films de Solima, par Franco Solinas, qui était un putain de marxiste ultra engagé, ultra vénère, et qui avait déjà signé le scénario de El Mercenario donc pour Corbucci, mais qui ne revient pas sur celui-là, et pourtant le film garde encore un peu la trace de Mercenario, parce que ça serait presque une reprise, voire un remake donc de son film précédent, qui remet encore en vedette Franco Nero, cette fois dans le rôle d'un Suédois, parce que pourquoi pas, après tout, il est blond, qui donc déboule au milieu de la révolution mexicaine, et surtout des guerres entre différentes factions de révolutionnaires mexicains, et il tombe sur un péon, Vasco, interprété par Thomas Milian, rôle qu'il avait déjà interprété dans d'autres films, pas forcément le rôle de Vasco, mais le rôle du péon mexicain, et qui en fait, les deux vont se confronter, vont se faire des crasses, et vont évidemment non pas avoir une révélation, mais en tout cas prendre conscience ou se révéler aux différents discours politiques, et finalement qu'est-ce que ça veut dire la révolution dans un contexte de guerre civile et de guerre contre d'autres pays, et d'une guerre de manière générale plutôt fratricide et ultra violente. Et au milieu de tout ça va s'intercaler un personnage incarné par Jack Palance, ancien camarade de bagarre et de saloperie de Franco Nero, laissé pour mort, mais qui va faire ses petits arrangements pour se venger et récupérer un éventuel magot, que veut aussi bien évidemment récupérer le mercenaire incarné par Franco Nero, qui lui interprète plutôt un aventurier un peu cynique face au jeune et cervelé péon incarné par Thomas Milian.
Donc sur ce scénario, ce principe assez picaresque, justement, on va suivre une palanquée d'aventures qui vont à 100 à l'heure, parce que clairement ça ne s'arrête jamais, que ce soit dans le gag, l'action, les scènes de romance ou bien les discussions politiques, d'autant que là, Carlotta a ressorti, il n'était jamais, je crois, sorti officiellement en France, la version longue du film, donc qui dure 2 heures, ce qui fait que si vous le regardez donc, en version originale, ça va intercaler entre quelques scènes en italien et d'autres donc en français. Et déjà, on peut partir de là-dessus, sur le côté un peu politique du film, parce qu'il m'avait déjà marqué, la première fois que je l'avais vu, il y a déjà une petite dizaine d'années, c'est que finalement, le contenu le plus politique et le plus offensif du film est contenu dans toutes les scènes qui ont été coupées en France. Thibaut. Oui, c'est vrai que c'est assez bizarre, et du coup, le fait que ce principe de montage où en fait on édulcore le film de Corbucci, où je pense qu'on a voulu clairement se concentrer sur l'action et en faire une espèce de western de catégorie B, qui je pense ne rend pas honneur au principe, à la persona en fait de Sergio Corbucci et à son métier de réalisateur. Parce que Corbucci, c'est aussi quand même un vieux routard du cinéma italien qui a œuvré aussi à peu près comme tous ses camarades dans tous les genres, oui. Le polar, la comédie, le péplum, le film d'action, le western, enfin à peu près tout ce qui marchait au moment où ça marchait, quoi. Mais ce qui est bien avec Compagnie Rose, du coup, c'est vrai qu'on va parler que de la version longue, c'est que quand tu te poses devant ce film-là, c'est comme si tu étais dans un contexte, un environnement ultra douillet, ultra familier. Tu regardes le film avachi dans ton fauteuil, sous ton petit plaid. On est dans une situation ultra confortable parce que cette version longue, comme tu l'as dit, fait la part belle à l'action. Il y a les gimmicks de réalisation, je pense notamment à l'utilisation du zoom ou à une certaine frontalité de la violence qui sont là, mais sans en faire trop. Le discours politique, la musique de Léon avec notamment la chanson titre qu'on retrouve à chaque fois que démarre une grosse scène d'action. Le leitmotiv qui revient c'est un espèce de leitmotiv, mais du coup le leitmotiv, même après la vision du film, même des semaines après la vision du film, le leitmotiv reste quand même dans ta tête, ça reste quand même d'une efficacité indéniable. Et puis il y a bien entendu le casting. Alors on sait qu'il y a eu des petites tensions sur le tournage entre Franco Nero et Thomas Milian. Franco Nero en fait avait pensé que Corbucci avait plus d'yeux pour Thomas Milian, alors que le film est ultra équilibré. Parce que Franco Nero quand même à l'époque c'était vraiment une grosse vedette du cinéma italien. Alors que Milian était un peu plus cantonné relativement à des seconds rôles. Mais du coup, Nero un peu plus confidentiels. A priori, Franco Nero a refusé du coup de bosser après avec Corbucci. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, le film est ultra, malgré sa violence politique, sa violence physique, le film, en fait, le film est légèrement cotonneux, ouaté, parce qu'on est dans un confort de spectateur qui fait vraiment du bien. Après, alors, sur le contenu politique, ce qui est intéressant avec Corbucci, c'est que ce ne sont jamais des films à thèse. Tu as l'impression de voir un film de catégorie B, ce qu'il n'est bien entendu pas. Tu as l'impression de voir une espèce de buddy movie, parce que Milian Nero, ça fonctionne à mort. Tu as l'impression de voir un film avec des gentils révolutionnaires et puis des méchants. Alors il y a bien entendu le personnage, l'espèce de mercenaire là, incarné par Jack Palance, mais tu as aussi le général Mongo qui est ridiculisé qui est très très bien ridiculisé. Mais on n'est pas dans un film à thèse. Tout le côté politique s'incarne en fait dans des lignes de dialogue qui d'ici de là vont arriver. Ici, on va parler de démocratie, de vote. Là, on va parler du rapport à l'argent. Et moi, il y a la séquence vraiment que j'adore, c'est quand on parle en fait des puits pétroliers, de la séquence des puits pétrolifères. Ouais, ça arrive comme ça, c'est très naturel, bien entendu, ça glisse vraiment dans le scénario. Et en même temps, tu dis, putain, là, il touche vraiment quelque chose d'ultra intéressant. La révolution mexicaine, elle a commencé principalement là-dessus, sur... la spoliation en fait des terres indigènes par les compagnies pétrolières américaines, comme elles étaient en fait bradées par le gouvernement mexicain à des riches conglomérats. Il y a une littérature romanesque
qui est pas énorme, mais qui est pas mal dessus. Il y a notamment des bouquins de Beethoven qu'on a beaucoup parlé, qui sont des bouquins absolument merveilleux. Et c'est vrai que c'était un air assez important du début de la Révolution mexicaine, avant que des querelles en fait entre différentes factions explosent, qu'on voit dans le film d'ailleurs, justement sur les différents groupuscules qui vont se prendre la tête et pour savoir quel est le meilleur moyen de faire la révolution entre les pacifistes avec un professeur qui est incarné par Fernando Rey et on va dire une frange qui serait beaucoup plus radicale, qui justement contre un mouvement violent prône la lutte armée finalement, qui serait la meilleure, en tout cas la plus à même de faire advenir une victoire au moins révolutionnaire. Le personnage du professeur en fait est hyper intéressant parce que du coup il va situer le film du point de vue de la morale en fait. Autant tu sais que du côté des méchants, des compagnies ou du général, tu sais que le capitalisme n'a que peu à faire avec la morale et qu'il va s'accorder avec toutes les situations, y compris avec une situation révolutionnaire. Le seul intérêt étant, il faut faire du profit. D'où la puissance en fait de la scène avec en fait on va dire comment on peut les appeler, les businessmen, pétroliers, on va dire ça comme ça. Mais le personnage du professeur en fait contrebalance le truc. C'est un peu l'équivalent politique du tandem Nero-Milliam et là Thomas Millian, et là en fait il y a le côté buddy movie politique entre ces capitalistes et le professeur qui lui non violent, humaniste, empathique, résilient, mais en même temps il se dit mais la violence quand même, à la fin du film ça va quand même être tiraillé en fait entre ce pacifisme et l'utilisation de la violence. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est condamnable? Est-ce qu'elle est juste? Et ça c'est absolument passionnant. Docteur. Oui, non, tout à fait d'accord. Hein. Effectivement, moi, je trouve que j'aime beaucoup moi, le personnage de Fernando Rey. Je trouve qu'il apporte justement cette espèce de une balance. Voilà, oui, puis cette espèce de côté un peu plus cérébral, quoi, en fait, au film. Voilà, et qui apparaît suffisamment tard pour que ça soit fun, en fait, dans les deux premiers tiers, et qu'à la fin, effectivement, on retombe un peu plus sur le western Zapata à la El Chuncho, quoi. Parce qu'El Chuncho, par exemple, c'est un film qui est relativement sérieux, hein, malgré tout. Alors le truc c'est ça, c'est que en fait Compañeros, moi j'ai ressenti en regardant le film, je me suis dit c'est vraiment un film c'est vraiment un western de 1970 parce que tu sens qu'on est on est en fait au croisement de pas mal de trucs en fait. C'est-à-dire que d'un côté t'as en termes stylistiques aussi. Voilà, oui, en termes stylistiques aussi. C'est-à-dire que d'un côté t'as le western Zapata. Donc qui vient d'El Chuncho, donc plutôt du milieu des années 60, et puis avec même le dernier face à face, voilà. C'est-à-dire vraiment le western politique est plutôt sérieux au départ. Et ce sérieux-là, tu le retrouves dans la dernière partie. Notamment, je trouve, dans cette fin assez désespérée, assez typique des films de Corbucci, où justement, Fernando Rey, alors là, désolé, on spoil, donc si vous n'avez pas vu le film, n'écoutez pas, mais où Fernando Rey, effectivement, menace Jack Palance avec une arme à feu, sauf que, évidemment, il se fait fumer, et son arme à feu était vide. Donc voilà, il y a toute cette idée que, quelque part, il a trouvé un espèce de juste milieu en sachant très bien quelque part qu'il allait être perdant et d'ailleurs même la scène finale, le retour de Franco Nero, tout glorieux soit-il, annonce quand même, quand tu vois l'armada qui est en train que ça va être une défaite, que ça va être une boucherie et qu'ils vont mourir révolutionnaires, mais qu'ils vont mourir. Donc il y a ce côté un peu désespéré en fait. Mourir debout que vivre à genoux. Exactement, mais désespéré et lyrique en même temps. C'est autour de un certain romantisme de la révolution. Exactement, et qui était un truc qu'on trouvait pas mal dans les westerns Zapata. Et alors, d'un autre côté, et c'est pour ça que moi, même si effectivement, je trouve que la version, la version longue, la version normale, on va dire plutôt, parce que c'est pas la version longue, mais la version italienne, je trouve est intéressante, c'est que, et je comprends pourquoi est-ce que les Français ont coupé, c'est qu'en fait, il y a aussi un autre truc dans ce film-là, c'est le côté comédie, quoi. C'est le côté buddy movie, justement. Et on sent qu'on arrive sur le seuil des Trinitas, de Terence Hill et Bud Spencer. Mais alors cette idée de duo, c'est quelque chose là aussi qui est assez ancien. Mais c'est vrai que le côté comique devient de plus en plus comique au fur et à mesure. Et c'est vrai qu'il y a deux marqueurs. C'est d'une part, pour moi dans ce film-là, il y a deux marqueurs. C'est d'une part le bon, la brute et le truand, avec ce côté je te baise la gueule, tu me baises la gueule, je te baise la gueule, tu me baises la gueule, qui était déjà puis qui était aussi déjà un trio dans le bon, la brute et le truand. Exactement. Et alors c'est là que ça vaudrait le coup de vérifier. Il était une fois la Révolution. Parce que, en fait, il était une fois la Révolution, moi, si mes souvenirs sont bons, c'est 71. 72, je crois, 71. 71. En tout cas, c'est
après celui-là. Parce qu'il y a quand même des similarités, des similitudes de scénario qui sont quand même vachement importantes. Notamment le fait, par exemple, que Franco Nero soit suédois. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est comme dans Les Petites Fois la Révolution, où il est irlandais. En fait, c'est le mec qui vient d'Europe et qui, comment dire, a un savoir-faire et une culture européenne. Et qui a une alors là, il est plus mercenaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas militant politique comme l'est James Coburn dans Les Petites Fois la Révolution. Mais par contre, il a cette espèce de professionnalisme de l'action, en fait, que le personnage de Thomas Millian n'a pas, qui lui, c'est de l'action bordélique. Qui est moins organisée. Voilà, et qui est un truc qu'on trouvait là aussi dans le dernier Face-à-Face. L'homme éduqué versus le paysan. Sauf que là, évidemment, au lieu de traiter ça de manière très sérieuse et très marxiste, comme c'était le cas dans le dernier Face-à-Face, c'est traité de manière comique. Et du coup, ça marche plutôt bien parce qu'on n'est pas encore dans les concours de baffe. On n'est pas encore dans la bouffonnerie, les pelles. Et tu parlais de la mise en scène, et je terminerai là-dessus, mais tu parlais de la mise en scène, et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'on sent aussi qu'il y a du coup de zoom. Il y a une caméra qui est très mobile. Ouais, mais ça va. Ça va. C'est pas encore le western 73-74 où ça surzoome. Voilà, on n'est pas chez je sais pas, Antonio Margheriti, tu vois, ou Bruno Corbucci. Ou Bruno Corbucci. Voilà, très sympathique, Bruno Corbucci. Et oui, voilà, mais qui est un peu plus tâcheronneux, quand même que son frère, quoi. Sergio Corbucci, je trouve qu'il y a moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que il n'y a pas le lyrisme de Léon, malgré Morricone, tu vois. C'est marrant, ça rend pas la même chose avec la musique, tu vois. Il n'y a pas ce lyrisme-là. Par contre, il y a ce côté rugueux que moi j'aime bien, c'est-à-dire que Léon, c'est vraiment du cinéma iconique, quoi. C'est-à-dire que chaque plan est conçu comme quelque chose qui va devenir iconique, quoi. Alors que là, il y a un côté beaucoup plus terrien, et que moi j'aime bien, en fait, chez Corbucci, que j'aime bien aussi dans Le Grand Silence, qui est vraiment ce côté les pieds dans la merde, quoi, tu vois, et des personnages. Dans Django, Ouais, voilà, c'est ça, et puis avec des personnages qui sont sous plein de sueur, des espèces de décors crado, et puis des mecs qui ont un rapport à la violence hyper décomplexé, et en même temps c'est drôle. Enfin voilà, effectivement là il y a un côté qui à mon avis a beaucoup plus à voir avec justement la satire à l'italienne, tu vois, ou c'est pour ça qu'après cette tradition, ça sera Vittorio Gassman qui joue dans Mais qu'est-ce que je viens foutre de cette révolution. Exactement, voilà. Et cette tradition justement de la comédie acide, ou du fait de prendre des sales types, quoi, tu vois, et de faire rire avec ces sales types, quoi. Et ça, je trouve que Affreux, ça les méchants, enfin ce genre de. Ouais, mais voilà. Oui, voilà, mais voilà, Affreux, ça les méchants qui là poussent le bouchon. On sent bien que les mecs, ils ont réalisé le film pour faire chier tous les marxistes d'Italie en un seul film, quoi, tu vois. Mais c'est assez jouissif justement de voir ce côté mal élevé, en fait. Voilà, c'est ce côté mal élevé que moi j'aime bien, et en même temps, ce côté mal élevé, pour l'obtenir, il faut quand même une forme de maîtrise qui, moi, je trouve, est assez apparente quand même je trouve que la scène d'ouverture, par exemple, est vachement bien. Avec cette femme qui sort d'une église avec un voile de mariée, avec un gros plan, la musique, et puis t'as un gros plan qui la suit en vraiment en focale longue et tout là. Et là tu te dis tiens, qu'est-ce qui se passe, enfin, tu vois, c'est une accroche de film vachement bien, quoi. Et après c'est vrai que ça perd pas de temps, quoi. Après c'est vrai que ça ne s'arrête jamais. Et bon, puis alors il y a plein de comment dire, il y a plein d'easter eggs, quoi. Enfin je veux dire, il y a pas plein d'easter eggs, mais il y en a un notamment qui me plaît beaucoup, c'est le fait de mettre Franco Nero avec une sulfateuse, quoi. Je veux dire, voilà, parce que c'est comme Django, quoi. Parce que voilà, exactement. C'est comme dans Django, quoi, tu vois. Mais c'est rigolo de voir, tu vois, justement la différence entre un film comme Django et Le Grand Silence, qui sont hyper sérieux. Et ce film-là, où on sent déjà que le western est en train de devenir sa propre parodie, en fait. Et c'est assez, moi je trouve que c'est un film. Il est déjà conscient de lui-même, en fait, du coup, il commence à se parodier. Mais il tombe pas encore justement dans l'autoparodie. Il est juste à la marge, en fait. Et je pense qu'il faudrait regarder cette année 70. Je pense qu'on en trouverait d'autres, des films comme ça qui sont entre deux eaux et qui tiennent encore à peu près la marée, quoi. Qui tiennent encore la ligne, ouais. Thibaut. Oui, moi je voulais rebondir sur le personnage de Thomas Millian, où en effet c'est un Européen qui vient sur le. Voilà, Millian disait que Corbucci n'avait que Dieu pour Franco Nero. Franco Nero n'avait que Dieu pour Thomas Millian. Et en fait, je veux revenir sur le personnage de Franco Nero, pardon. Et en fait, ce Suédois, il est très intéressant, et parce que je rebondis du coup, et je suis d'accord avec vous sur le côté, on ne sait pas trop où on peut se situer là-dessus. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que on se fout de la gueule également de ce personnage-là? Parce que en même temps, c'est le personnage le plus iconisé. Son introduction est absolument mortelle. C'est lui qui conclut le film, plan final, seul devant en gros la grosse machinerie qui va aller le dézinguer.
arrêt freeze frame et freeze générique. frame en rouge avec une coloration rouge. Bon voilà, faut pas. On sait très bien ce qui va en venir, mais surtout, ça fait c'est sa posture tout le long du film. Autant il y a le côté péon, voilà, terrien. Grande gueule, côté ce côté rugueux, je suis d'accord avec vous. Et lui, il arrive avec une espèce de posture sociale très élevée. Il joue de la politique internationale. Il est un peu arrogant, cynique. Il joue de la loi. Il dit retenez mon passeport. J'ai le droit à avoir un contact avec mon ambassade. Voilà, c'est hyper intéressant. Mais en même temps, qu'est-ce que veut nous dire Corbucci là-dessus? Est-ce qu'il se fout de la gueule? Est-ce qu'il se fout de sa gueule? Je trouve qu'il y a une vraie ambivalence autour de ce personnage-là et je trouve qu'il est très bien écrit. Et à contrario, pour rebondir sur Thomas Milian, autant au début, c'est le péonès Kratos, littéralement, il est en train de lécher les godasses du général, donc il est au top niveau de la puanteur. Et je trouve que plus le film avance, en fait, et plus il devient beau, et physiquement beau, et je trouve que ça se conclut magnifiquement avec cette scène de mariage ultra minimaliste qui rebondit du coup avec l'introduction du film, parce que le film, faut savoir, le film est une espèce d'immense flashback. Donc je trouve que les personnages sont ultra bien construits et je trouve que ça met de l'ambiguïté, de l'ambivalence tout autour de ça. En fait, le truc, c'est qu'en fait, il se passe en fait à peu près la même chose que dans le dernier face-à-face, c'est-à-dire qu'il y a un échange, il y a une espèce de vase communicant entre les deux personnages. De bascule morale, sauf que la bascule morale est moins précise que chez Solima. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est plutôt une espèce d'échange de caractère. Et pour moi, effectivement, il y a le fait que Milian, en fait, Vasco, en fait, ce qu'on voit, nous, c'est comment est-ce qu'un type devient un chef révolutionnaire. Comment est-ce qu'on passe de bandit à chef révolutionnaire, donc avec une prise de conscience marxiste, une vision assez marxiste de la prise de conscience, même si elle est traitée de manière très 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 légère. Mais je trouve qu'il y a une scène pour moi qui est assez que moi j'aime beaucoup, c'est la scène de la fausse pendaison. Où Franco Nero se retrouve avec une corde autour du cou et l'autre doit venir le libérer et il prend tout son temps et c'est là que justement tu observes et qui se prend les pieds dedans. Ouais, voilà. Et c'est là que tu observes comment dire, l'espèce de transfert en fait entre les deux personnages, c'est-à-dire que Franco Nero, qui avait été très classe jusque-là, devient complètement ridicule. Filmé en plongée, suant, grimaçant, tu vois, il se met à jouer comme Thomas Milian et Thomas Milian du coup fait semblant d'être débile. Et plus il fait semblant d'être débile, plus tu te rends compte qu'il est intelligent et qu'il sait exactement ce qu'il fait. Et c'est le début, pour moi, ça c'est une scène qui est assez cruciale parce que c'est le début d'un échange de caractère qui est en fait la marque d'une amitié qui dit pas son nom. Parce qu'en fait, ces personnages-là se déclarent jamais véritablement amis l'un avec l'autre, mais en fait, plus le film avance, plus ils se découvrent. On sent que chacun se dit de l'autre, tiens, il me ressemble, voilà. Mais ils sont tous les deux trop fiers pour se le dire l'un à l'autre. Et je pense que par cet échange de caractère, il y a aussi un truc autour de cette relation amicale. Enfin, je trouve que c'est à la fois fait de manière très très légère et en même temps, je trouve que c'est plutôt pas mal construit. Oui, parce que c'est assez subtil dans la manière dont c'est fait. D'autant qu'en plus, entre les deux, entre Nero et Milian, c'est quand même une confrontation de style de jeu aussi. C'est-à-dire que Milian, fin des années 60, c'est vraiment l'époque où, après avoir commencé avec des grands noms du cinéma italien, à partir du moment où il fait des westerns ou bien il fait des films bis, son jeu commence à devenir de plus en plus supra-excessif, enfin qu'un truc que moi j'adore. Je pense que Milian c'est mon comédien préféré. Il fait très bien mais il a vraiment une évolution et une palette de jeux qui est assez dingue parce que c'est un mec qui a commencé à l'Actor Studio et compagnie. Oui, c'est un vrai acteur en Italie et en fait il a vraiment un mélange de jeux entre, on va dire, une tradition américaine de l'après-guerre et un type de jeu qui serait purement italien et a été du théâtre italien en fait, sachant que cubain. Voilà, lui il est pas italien. Voilà, mais justement en venant bosser donc après en Italie, il prend aussi il devient types de jeux, son visage devient véritablement un masque en fait, un masque de comédien dell'arte, ce qu'on retrouve chez Jacques Palance d'ailleurs. Le sens du grotesque, et Corbucci est très bon là-dessus. Et c'est pour ça qu'il prend du Klaus Kinski, c'est pour ça qu'il prend mais même quelque part du Franco Nero, c'est-à-dire Franco Nero, si tu tires sa belle gueule dans un sens, tu peux obtenir aussi du grotesque. Et la scène de la pendaison, moi je trouve, montre ça vachement bien. Mais de toute façon, moi c'est ce que j'aime bien dans le cinéma italien, que ce soit le western ou ailleurs, c'est ce rapport au grotesque. C'est-à-dire il y a ça dans le cinéma, l'excès, ce côté baroque, cette espèce de goût de l'excès, voire même jusqu'au mauvais goût, jusqu'au rococo, tu vois. Et il y a plein de gens qui sont complètement allergiques à ça, et ce que je comprends complètement, parce qu'effectivement c'est pas clean. Tu vois, c'est pas poli. C'est pas poli. Les films se terminent de manière abrupte.
Là, c'est pareil, freeze frame, vieux ralenti crado, avant de, tu vois, avec le personnage à cheval, et ça se termine avec cette super découpe noir sur rouge que moi je trouve superbe. Blanc quoi, sur rouge. Non, je crois que moi c'était Noir peut-être, oui. noir sur rouge, noir. silhouette noire sur fond rouge, comme au début Oui. de Pour une poignée de dollars. Et moi j'adore cette fin-là. Voilà, tu vois, je trouve que ça fige le truc dans la légende en fait. Ça fige la légende en fait. C'est comme si c'était une illustration d'un livre, tu vois. Enfin voilà, et ça anonymise tous ces personnages aussi. Ça les fait rentrer dans une espèce de mythologie collective. Qui n'est même plus la mythologie de l'Ouest, qui est la mythologie de l'Ouest vue par le cinéma hollywoodien, puis par le cinéma italien. Ce que, à mon avis, dont le meilleur représentant aujourd'hui, à mon avis, est Tarantino, hein, qui, à mon avis, suit complètement alors avec d'autres moyens et dans un autre style, mais qui suit complètement cette idée. Avec des films de série A, par contre. Cette idée que son cinéma est en fait un point de vue sur le cinéma le réel vu par le cinéma, en fait. Voilà. Ou un genre vu par le cinéma. C'est des lasagnes quoi chez Tarantino, ouais, c'est des couches de réel sur le cinéma qui filme le réel, qui filme. Mais je trouve que et je comprends qu'il aime beaucoup Corbucci pour ça, parce qu'effectivement Corbucci, l'air de pas y toucher, c'est ça qui est bien, c'est que c'est l'air de pas y toucher, c'est moins intellectuel, c'est moins cérébral, l'air léger, c'est moins cérébral que chez Léon, c'est moins politique que chez Solima. Mais par contre, c'est super sympa. c'est vraiment super sympa. Et moi, je le classe vraiment, tu sais, avec les réals les réals sympas que j'aime bien, tu vois, les Lucio Fulci, les Antonio Margheriti. Ouais, les Antonio Margheriti avec ses petites maquettes, voilà. C'est-à-dire que c'est un peu. Alors lui, au haut du panier quand même, Corbucci. Oui. Hein, c'est pas bancal quand en termes de rythme, ça tient bien. Non, c'est pas Lenzi. Les acteurs sont cool. Voilà, non, on n'est pas chez Lenzi, et pire, on n'est pas chez Bruno Mattei, quoi. Non. Même si on a beaucoup de sympathie pour eux au demeurant. Mais par contre, Bruno Mattei, j'ai parmi les plus gros fous rires que j'ai jamais eu devant un film. Ah ouais, Virus Cannibal, non, les rats de Manhattan. Virus Cannibal. Oui, on n'avait pas fait une spéciale sur Virus Cannibal. Que le Virus Cannibal était ressorti il y a quelques années chez Remini en Blu-ray, on en avait parlé ici, effectivement, c'était trop bien de le revoir. Comme quoi, le cinéma italien, les années 60 et 70, c'était vraiment le plus beau cinéma du monde. Il y en a qui disent que même toute la cinématographie italienne depuis le début, en fait. Un peu moins depuis 30 ans, mais. Non, mais depuis, en fait, en gros. Non, mais depuis Cabiria, en fait. Années 60-70, c'est clairement eux qui menaient le game au du slip. Après, voilà, moi je mesurais, parce que pour moi, il y a quand même, dans cette période-là, il y a un autre pays qui fait des trucs de tarés, c'est le Japon, hein, quand même. Et il y aurait vraiment, alors je pense que ça a déjà été fait, mais il y aurait tellement de choses à écrire entre le cinéma italien et le cinéma japonais de cette époque-là, cette espèce de goût du grotesque, du masque, de l'excessif. Et de la violence politique. Et de la violence politique, et de la violence graphique, et de la... Enfin, voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, à mon avis. Et donc c'est Compañeros de Corbucci qui vient de ressortir chez Carlotta. On va continuer à parler de violence et de violence politique, mais cette fois on va aller dans le bayou. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était The Balfa Brothers avec Parlez-nous à boire, magnifique chanson 4 donc on peut entendre pas dans cette version, mais quand même dans Sans retour, donc Southern Comfort de Walter Hill, film merveilleux de 1981 qui vient de ressortir en Blu-ray chez l'Atelier d'Images et qui ressort également dans quelques salles en France cette semaine, je crois. Et donc de quoi ça nous parle Sans retour? Eh bien ça nous parle d'une escouade de gars de la garde nationale américaine qui sont envoyés avec plein de leurs petits camarades faire des entraînements donc dans le bayou de Louisiane en 1973. Et donc cette bande de la garde nationale qui est donc l'armée de réserve américaine, on va dire, donc qui sont clairement pas des militaires de métier, mais juste des mecs qui, en tout cas tels qu'ils nous sont présentés, aiment bien faire comme s'ils étaient à la guerre et jouer comme s'ils étaient des vrais bons soldats. Et donc il y a cette petite escouade où on retrouve notamment Fred Ward, Power Booth, Kiss Carradine, voilà, avec toute une... J'adore ce nom, Power Booth. Power Booth, j'adore ce mec, j'adore sa gueule. Et donc toute une palanquée d'acteurs américains, plutôt de second plan, mais qu'on adore voir de manière générale, et dont la plupart sont familier de l'univers de Walter Hill, qui signe là, je crois, son 4e ou son 5e long métrage après Le Bagarreur, Driver, The Warriors et Le Gang des Frères James. Donc son 5e film. Parce qu'il avait déjà une bonne petite filmo, hein, notre ami Walter. Il était déjà devenu immensément riche en produisant Alien de Ridley Scott. Et donc là, il continuait son petit bonhomme de chemin avec ce film-là, qui est un des rares films qui finalement se passe dans le bayou de Louisiane. Et comme je disais, donc
peut-être finir le pitch avant. Ces membres de la garde nationale s'en vont dans le bayou, ils se comportent comme des gros cons de citadins dans un environnement qu'ils ne connaissent pas mais qu'ils sont persuadés donc de maîtriser parce qu'ils sont urbains et a priori plutôt éduqués, et donc ils vont se confronter à la dure réalité en fait en rencontrant donc des rednecks, en tout cas les habitants du bayou qui clairement ne veulent pas se confronter à toute une partie du monde moderne qui, en plus, a priori, se porte très bien sans eux. Mais donc, évidemment, cette confrontation entre les deux mondes va très, très mal se passer entre l'arrogance donc, de la garde nationale et les pauvres gars de Louisiane qui ne demandaient rien à personne. Analogie, évidemment, pouvant facilement être fait avec la situation des Américains au Vietnam à la même époque, puisque donc le film est fait en 1980, mais se déroule en 1973. La guerre du Vietnam donc n'est pas encore terminée, et donc il va y avoir la confrontation entre ces deux mondes-là, qui évidemment donc rappellent à la fois l'univers de la guerre du Vietnam et aussi celui du film de Boorman, donc Délivrance, qui est sorti une petite dizaine d'années avant, sur la confrontation entre les gros cons de la ville avec des gars de la campagne. Thibaut. Oui, alors, sans retour ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ce film-là, et j'avais toujours mis ce film-là comme mon préféré de la filmo de Walter Hill. Après, pour revenir sur Walter Hill et l'analogie avec la guerre du Vietnam, alors Walter Hill, au début, s'en défendait, mais non, c'est pas ça. Puis en fait, il disait, mais oui, mais non, mais oui. Bon, en fait, au final, parce qu'il avait donné une masterclass à la Cinémathèque française, il avait dit qu'en fait aussi finalement oui, quand même, il y avait un petit peu, et puis on était dit c'est tellement grossier que Walter oui, quand même hein, ça se voit. Après c'est un survival, donc survival classique hein, de citadins perdu chez les ploucs, perdu chez les rednecks. Bien entendu, le maître étalon de ce genre-là reste le Délivrance de John Boorman, mais moi ce que je trouve très intéressant, c'est que autant ils se ressemblent énormément parce que on est dans le sud des États-Unis, Délivrance se passe en Géorgie, parce que toute la bande à Burt Reynolds, ils viennent d'Atlanta et ils vont faire du canoë donc en Géorgie. Il y a une rivière, bien entendu, et les films avec rivière, on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand même cool. Et mais là où du coup on est perdu dans une campagne, dans une nature hostile, donc une nature anti-mythologique, vraiment la nature qui n'est pas convoquée dans la pastorale américaine. Non, exactement, ouais. Vraiment. C'est pas les grandes montagnes, c'est pas les grandes plaines du Wyoming. Voilà, on n'est pas dans le western classique. On n'est pas un monument de vallée. Mais néanmoins, moi, ce que je trouve ultra intéressant, c'est qu'autant le film est hyper ressemblant par en fait son postulat de départ, autant le processus de Walter Hill, et moi c'est ce que j'aime beaucoup chez Walter Hill, est totalement différent. Autant chez John Boorman, on est dans une approche vraiment réaliste, sociale, voire quasi anthropologique. Hein. On est vraiment dans une étude de mœurs au niveau des deux camps. Et Walter Hill, ce que j'aime en fait, c'est que tu as l'impression que c'est un cinéaste. On en parlait avec le film précédent. C'est un cinéaste qui est terrien, rugueux, un cinéaste des éléments, un cinéaste qui sent la poussière, et pourtant c'est un cinéma qui s'élève vraiment plus haut que le côté granuleux, dans le sens où si on regarde par exemple Driver ou Les Guerriers de la Nuit, donc film en milieu urbain, Driver également, mais pourtant Les Guerriers de la Nuit est un film ultra pop. Driver est un film mutique, quasi fantastique, et ici je trouve qu'il accentue en fait la dimension fantastique dans son retour. Donc je trouve que là le point de vue est ultra intéressant, le questionnement sur le genre du survival est ultra intéressant, parce que tu te demandes en fait si cette forêt c'est pas un espace mental en fait, clairement, de cette troupe de la garde nationale. Et je trouve qu'il y a une utilisation de mise en scène qui corrobore tout ça, c'est l'utilisation du fondu enchaîné. Parce que autant on pourrait se dire, oui, la profondeur de champ, oui, bon, le bayou, il écrase les personnages, on voit pas le ciel, c'est compliqué, patati patata. Mais vraiment, l'utilisation de cette géographie particulière, de cette nature ultra particulière, parce qu'en fait, on retrouve ça dans très peu d'espace dans le monde, qui se confond, cette espèce de liane qui descendent du ciel du coup, mais qui descendent dans les tréfonds de la terre. D'ailleurs, il y a une scène où en fait il y a littéralement un personnage qui va dans les tréfonds de la terre, c'est absolument tétanisante. Mais ça se confond vraiment avec l'état mental de ces
hommes ultra arrogants en fait et qui vont littéralement se faire avaler par les éléments qu'ils soient humains ou les éléments naturels. Et en fait, tu sais jamais en fait ce qu'il en est. Même il n'y a pas de soleil, il pleut, vers la fin, vers les 3/4 du film en fait, avant l'arrivée au village. Bon, on va spoiler allègrement. Il y a cette espèce de brume qui arrive ici. On est quasi dans un film d'horreur. Je trouve que du coup, il y a un équilibre assez parfait à ce moment-là. Et cet équilibre, en fait, Walter Hill en fait va détruire cet équilibre avec la dernière séquence dans le village où va y avoir un processus de mise en scène totalement différent. Voilà, on va rentrer avec les personnes du village. Alors il y a une espèce de fête qui se passe, donc on va aller danser avec les gens, on va aller tuer le cochon en gros pour aller faire ses saucisses. Mais vu tout ce qu'on a vu avant, on s'est dit, cette dimension sociale, alors là il rejoint un petit peu John Boorman, mais cette dimension sociale, tu sens que ça va pas aller du tout là en fait. Et en fait on se demande en fait ce qui va se passer. Si le montage, il y a une espèce de gros montage des attractions qui est fait entre le cochon qui va être pendu et le potentiel futur des survivants. Du coup, voilà, je trouve que ça rajoute du côté à une certaine dimension fantastique. Du coup, je pense que le film, à la revoyure, reste quand même mon Walter Hill préféré. Exactement. Docteur. Alors, pour te rejoindre sur la dimension fantastique, juste une précision, c'est que Walter Hill, en fait, il fait quelque chose qui est assez courant, en fait, dès que des films se passent en Louisiane et dès qu'ils se passent dans le Bayou. C'est, en fait, d'avoir recours au Southern Gothic, puisque le Bayou, c'est un décor Southern Gothic par excellence. Et donc du coup, il y a un truc, ça c'est un truc qui est vraiment particulier à la Louisiane, c'est que c'est effectivement un décor qui est tellement pas effectivement dans le canon, voilà, dans les codes visuels, on va dire, qu'on associe aux États-Unis, et plutôt dans des codes qui relèveraient plutôt du film de jungle ou du film exotique, d'où le lien avec le Vietnam aussi, hein, bien évidemment. Je trouve que ça donne tout de suite ce caractère fantastique, c'est-à-dire l'impression que le lieu veut vous tuer, déjà l'impression que la nature est hostile. Et puis, alors il y a un autre truc aussi, un petit truc scénaristique, que j'aime beaucoup, parce qu'il ne s'est jamais expliqué dans le film, c'est comment ça se fait que les Cajuns savent par où vont passer les soldats. Parce qu'ils préparent leur piège avant, donc ça veut dire qu'ils savent par où ils vont passer. Donc, moi, ma théorie, c'est que... C'est pas les premiers. Alors, à mon avis, alors peut-être que c'est pas les premiers, mais que quand bien même c'est les premiers, quelque part, il n'y a pas 36 chemins. Et qu'en fait, ils sont voués à aller par là où ils vont. Alors, peut-être parce que les autres les poussent aussi. En fait, il y a une espèce de côté presque chasse à l'homme. De traque. C'est jamais très explicite, mais je trouve que ce côté prophétique, en fait, c'est-à-dire le fait que les pièges soient là avant... et je pense pas qu'ils ont été installés genre au cas où il y aurait quelqu'un qui passerait, ils ont été installés pour eux spécifiquement. Et quand on voit les pièges, c'est un des bons gros pièges d'enfoirés, quoi, tu vois. Et voilà. Et je trouve que effectivement ce côté, l'impression en fait que quand les personnages rentrent dans le bayou, en fait, ils rentrent dans un monde parallèle. En fait, ils rentrent dans un monde extraterrestre, dans un monde fantastique, et que dans ce monde fantastique, les lois qu'ils pensent, les lois sociales, physiques, qu'ils pensent être valides, en fait, n'ont strictement plus aucune valeur. Et alors, ce qui est intéressant, c'est évidemment cette dernière scène où le retour en fait à un style finalement beaucoup plus documentaire nous montre. C'est assez intéressant parce qu'il y a une tension en fait entre ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on se dit mais en fait c'est juste des gens normaux, et ce qu'on ressent, c'est on se dit putain il y a un problème. Et on n'arrive pas à savoir pourquoi il y a un problème. Et en fait, à mon avis, le pourquoi il y a un problème, c'est parce qu'en fait, comme on a été avec ces personnages-là pendant une heure et demie, en fait, on est devenu parano comme eux. C'est-à-dire qu'à force de voir des ombres de Cajuns cachés derrière les arbres, en fait, tout Cajun devient suspect. Donc je trouve que derrière, en fait, le film de survival, il y a aussi, je trouve, une très belle démonstration du processus xénophobe, en fait. C'est-à-dire comment est-ce qu'on rend quelqu'un xénophobe. Et c'est là où le film est assez troublant. C'est que le spectateur accepte assez vite l'idée qu'il y a ces salopards de Cajuns primitifs qui vont empêcher nos hommes blancs civilisés, pas que blancs, mais nos hommes civilisés, de survivre. Et donc, alors qu'ils sont dans leur tort, exactement, dès le début. Exactement. Et on a l'impression, et en fait c'est ça, ils jouent.
il joue sans trop y jouer, mais quelque part il joue sur cette opposition entre le groupe de soldats qui a forcément raison et les autochtones qui ont forcément tort. Donc cette espèce de rapport au primitif, au primitivisme, où le colon finalement vient apporter la bonne parole, en plus du sabre, aux populations déshéritées. Sauf que quand on se rend compte à la fin du film que ces populations soi-disant déshéritées, non seulement elles ne sont pas si déshéritées que ça, et en plus elles ont l'air de vivre en autarcie, de ne pas avoir besoin du monde extérieur, et bah du coup, on se rend compte en fait que pendant tout le film, on a vu les Cajuns comme les soldats les voient. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça qu'il est plus terrien, c'est que, outre le fait qu'on est avec eux pendant tout le film, on est dans leur tête pendant tout le film. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais un autre truc qui est intéressant, un autre aspect aussi que je trouve intéressant, et ça c'est assez cruel dans ce film-là, c'est la question autour justement des rapports sociaux. Parce que les rapports sociaux, en fait, ils se font... Alors évidemment, il y a un rapport de domination entre les soldats de la ville et les Cajuns, mais en fait, il y a un autre rapport de domination à l'intérieur même du groupe de soldats. C'est entre ceux qui ont de l'éducation et ceux qui n'en ont pas. Et c'est là les bellicistes comme Fred Ward. Exactement. Et c'est là où c'est cruel et que c'est terrible, c'est qu'en fait, ce que Walter Hill nous montre, c'est qu'en fait... C'est la contamination... Alors, c'est ça, mais c'est surtout le fait que l'instinct de survie, il est plus facilement accessible quand on a dessous de jugeote. Et c'est là où c'est terrible, parce que Powers Booth, ça c'est important pour moi dans le film, on nous a dit qu'il est ingénieur, je crois. Ouais. Et on ne sait pas trop ce qu'est Carradine, mais qu'est-ce Carradine, la manière dont il se comporte avec les autres, on sent que c'est l'intello du groupe. Ah, plutôt un lettré. Ouais. Et Peter Coyote, qui meurt très vite, on sent que c'est lui qui tient aussi le groupe parce qu'il est plus intelligent que les autres, en fait, et que les autres, c'est des bœufs. Et en fait, c'est vraiment des bœufs. Ah ouais, c'est vraiment des bœufs. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, les Cajuns ne sont pas jamais montrés comme ça. Les Cajuns ne sont jamais montrés comme ça. Les Cajuns ne sont pas montrés du tout, même le prisonnier qu'ils font, il n'est pas montré comme un dégénéré, il n'est pas montré comme quelqu'un de primitif, justement. Le primitivisme, il est à l'intérieur même de ce truc. Et pour moi, ça rejoint un discours beaucoup plus général sur le film, qui est que le mal est à l'intérieur même du pays. Le mal n'est pas à l'extérieur, le mal n'est pas au Vietnam. Le mal est à l'intérieur. Mais le mal, c'est pas les Cajuns. Le mal, c'est leur bêtise, en fait. C'est la bêtise de ces mecs à qui on met des uniformes, à qui on donne des armes, et à qui on fait croire que parce qu'ils ont des uniformes et des armes, ils ont un droit supplémentaire sur l'existence des autres. Et évidemment, là, c'est un film, pour moi, c'est vraiment un pur film antimilitariste de ce point de vue-là, parce que ça montre qu'est-ce qui se passe quand tu prends des gens qui sont stupides et que tu leur donnes des flingues. Voilà. Ils sont encore plus cons. Et que, évidemment, et de ce point de vue-là, c'est très snob, je trouve, comme discours. De ce point de vue-là, c'est très, très élitiste, quelque part. C'est les intellos qui finissent par survivre, plus ou moins, au film, parce que, en tout cas, qui survivent le plus longtemps, tout simplement parce qu'ils sont moins stupides que les autres. Et que et que Fred Ward, Fred Ward, il cherche trop. Et on sent bien que Powers Booth, on sent que ce mec-là, c'est un ingénieur, mais on sent qu'il a un passé de militaire et que tuer un homme, ça lui pose aucun problème. Et t'as Fred Ward qui veut jouer au concours de couilles avec lui, quoi. Et évidemment que ça peut pas marcher. L'autre est plus intelligent. Le mec, ça se voit tout de suite qu'il a 10 km devant lui, quoi. Donc le Fred Ward, évidemment, ça peut que mal se finir pour lui. Bah ouais. Et je trouve que c'est un film qui est assez bien vu, moi je trouve, sur cette dynamique de groupe où on se rend compte que non seulement l'ennemi c'est pas les Cajuns, mais qu'il y a un ennemi intérieur, et l'ennemi intérieur c'est leur propre bêtise, et c'est leur propre bêtise, le fait de pas être organisé, d'avoir perdu leur boussole, de se faire tuer leur officier, enfin c'est tout ça, toute cette bêtise là qui les amène à leur propre perte. On va devoir s'arrêter là malheureusement, donc c'est Sans retour de Walter Hill, Southern Comfort, qui vient de ressortir en Blu-ray chez l'Atelier d'Images. Quel chef-d'œuvre, c'est quand même pas possible. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Floret. Alors mon coup de cœur, alors je ne sais pas si vous avez vu, peut-être ou peut-être pas, l'incroyable finale de l'édition 2025 de la Primavera, de la première classique de la saison cycliste, donc Milan-San Remo, avec 20 dernières bornes incroyables. Des attaques de Pogacar, Mathieu Van Der Poel qui revient, Filippo Ganna qui finit incroyable de résilience, et je n'ai jamais vu un peloton monter une cote à 5% comme moi. Ils vont aussi vite que moi quand je descends. Oh là là, une démonstration de puissance, notamment de Jonathan Narvaez, mais non, un peu de romantisme s'il vous plaît. Donc une très très belle course cyclisme qui m'a fait un petit peu bondir de mon siège. Très bien, merci Thibaut. Et c'est toujours mieux quand Tadej Pogacar ne gagne pas. Exactement.
Docteur dans un tout autre genre. Oui, alors dans un genre beaucoup plus pépère. Ce sera une mini-série que j'ai trouvée sur Arte TV, qui s'appelle en anglais Alan Bates versus The Postal Office. Et derrière ce titre extrêmement glamour se cache l'histoire, une histoire tirée d'une histoire vraie, comme les Britanniques savent le faire, qui raconte l'histoire de postiers qui se rendent compte en fait qui se sont fait virer et accusés de vol de manière injuste à cause d'un logiciel défaillant et que la poste britannique veut pas reconnaître son erreur, donc ils vont se battre. Donc c'est une belle histoire d'amitié, de solidarité et de lutte du pot de terre contre le pot de fer. Ce qui mange pas de pain, comme les Anglais savent bien le mais faire. Les Britanniques savent très bien faire ça, et donc en bon amateur de lutte sociale, de docudrama à l'anglaise, et ben écoute, je trouve que c'est tout à fait sympathique, en plus avec un Toby Jones que moi j'aime toujours beaucoup voir à l'écran. Très bien, merci docteur. Alors moi ce sera deux choses, ce sera Lutte Jeunesse, film documentaire de Thierry de Peretti qui en fait sur les épreuves du casting pour son film Une vie violente, qui donne du coup un panorama de la jeunesse corse au milieu et la fin des années 2000 qui est absolument passionnant. Et sinon donc c'était il y a 10 jours, c'est comme une page qui se tourne un petit peu, c'est la dernière soirée et la fermeture du Golden Gate Café tenu par notre camarade Arnaud Coef qui donc le 15 mars dernier a fait son dernier tour de piste, après passer comme plus de 10 ans là-bas. C'est un peu aussi un autre studio en attendant Godard, c'est là qu'on a fait nos 10 ans notamment. C'était une belle soirée, on a passé de très très belles années, c'était formidable. Donc Arnaud, merci pour tout et à la prochaine. Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut, au revoir.